politique, bonjour. Au menu de votre émission cette semaine, le changement, c'est maintenant. Enfin, presque. Le remaniement a certes coûté sa place à Jean-Marc Ayrault, mais sur les 16 ministres du gouvernement Valls, il n'y a que 2 nouveaux. On ne change pas une équipe qui gagne, Mickaël. Oui, et puis quand un Catalan dit qu'il est hollandais, on est en France. À l'étranger, avec vous, Christian Mallard, nous partirons en Turquie. Erdogan triomphe et vole vers la présidentielle alors qu'il est empêtré dans des affaires de corruption. C'est ce que l'on appelle un retournement de situation. Retournement de situation, mais en même temps, Erdogan, on va le voir, c'est dérive du pouvoir autoritaire. Tout est politique. La France a un nouveau gouvernement. La claque des municipales a précipité le remaniement et dès le lendemain du second tour, François Hollande a pris la parole. On le regarde. Il est temps néanmoins d'ouvrir aujourd'hui une nouvelle étape. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Il en a les qualités. Ce sera une équipe resserrée, cohérente et soudée. Comment dire? Un gouvernement de combat. Alors, Mickaël, François Hollande nomme Manuel Valls, mais la situation est compliquée pour Manuel Valls. Déficit énorme, claque des municipales, cote de popularité, 41% des Français lui font confiance, donc c'est pas non plus énorme. Le travail va être immense. Ah c'est herculéen, parce que si on prend ça, effectivement, on peut faire un peu une sorte de Google.earth politique. On part de très très haut. Que se passe-t-il? On est dans le contexte du naufrage politique et électoral de la gauche et du PS après les élections municipales. On resserre un petit peu, il va falloir former un gouvernement. On se retrouve là, comme en 1984, on vit le départ des communistes du gouvernement. Donc là, ce sont les Verts qui ont claqué la porte. Ils sont partis avec Cécile Duflot, Pascal Canfin. Les Verts sont partis. Donc on se retrouve avec un gouvernement socialiste, une majorité politique, en tout cas réduite, parlementaire, qu'il va falloir donc conserver. Et donc en faisant... Il n'y aura pas d'état de grâce alors. Il n'y en a aucun. Et en devant voter donc, des échéances extrêmement importantes, notamment le pacte de responsabilité et présenter le plan de 50 milliards d'économies. Ce qui veut dire que pour Manuel Valls, on part déjà dans une mission extrêmement compliquée. Mais est-ce que Manuel Valls aujourd'hui ne donne pas le sentiment d'être complètement encerclé, coincé par un Hollande qui a 2 casquettes? L'Élysée, moi quand même l'impression qu'il a placé tous ces Hollandais, je regrette, autour de Valls, qui incarnent pour certains l'aile droite de la gauche et qui est en train de se fondre à gauche avec ses amis Montebourg et M. Hamon. Comment va-t-il faire? C'est plutôt le contraire. On assiste quand même à un mouvement de Arnaud Montebourg et surtout de Benoît Hamon vers Manuel Valls. Parce qu'il faut connaître la coulisse, finalement. Il faut connaître la coulisse de la nomination d'Emmanuel Valls. C'est une campagne qui a démarré depuis plus d'1 an. Lorsqu'après Florange, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon ont décidé, et Laurent Fabius ont dit que Jean-Marc Ayrault devait partir. Donc coup d'État sur le terrain. Possible. Donc il y a une sorte de campagne qui démarre extrêmement violente. Et en novembre dernier, elle aboutit presque parce que vont chez François Hollande toute une série donc, de ministres qui vont présenter le pacte qu'ils ont conclu avec Manuel Valls, c'est-à-dire Fabius, Montebourg, Hamon, Moscovici à l'époque, Le Drian, viennent tous dire à Hollande, pour nous, c'est Valls. Et là, son bras a tremblé. Il a failli le nommer au mois de novembre et finalement, il a dit pacte de responsabilité et c'est moi qui vais m'en occuper. Sauf que le tsunami électoral a rebalayé toutes les cartes et donc fait qu'il n'avait pas d'autre possibilité que de nommer Manuel Valls et de lui demander tout simplement de faire redémarrer le quinquennat. Le quinquennat est à l'arrêt. Il faut juste envisager cela, on l'a déjà peut-être dit, mais les projections électorales, à partir des élections municipales, font que l'année prochaine, il n'y a plus de région détenue par la gauche et que si on est dans une logique de législative, il restera 100 députés. Quant au Sénat, il est parti. Ce qui veut dire que le socialisme municipal, qui était organisé depuis 40 ans sur les baronnies locales, est terminé. C'est un 11 septembre du PS. On voit le PS s'effondrer sous nos yeux. Et là, c'est la grande inquiétude. Michael, aujourd'hui, les Français, quand même, la seule question qui intéresse les Français, c'est le chômage, la baisse du chômage, la croissance, le pouvoir d'achat. Or, M. Valls a nommé M. Sapin
à Bercy avec M. Montebourg, qui incarne l'échec de la politique économique qui a été Ça menée ressemble à une jusqu'alors. cohabitation, C'est une forme de Ils cohabitation. vont aller vraie défendre nos cohabitation- intérêts à Bruxelles, mais Non, comment là, vont-ils faire d'abord, la vraie cohabitation, elle est là. Elle est d'abord à Bercy, qui a toujours focalisé donc, les critiques de fonctionnement. 7 ministres, des batailles d'ego, des dysfonctionnements. Là, il y a 2 ministres, des batailles d'ego et des dysfonctionnements. Donc tout va bien. Ça continue, mais c'est resserré. C'est un gouvernement de combat. Pour l'instant, c'est un combat entre les ministres. On a Avec vu M. Fabius qui veut le commerce extérieur. On a vu quelques passations de pouvoir qui sont devenues plutôt des passes d'armes. Et vous avez Parce donc qu'il des y en a volontés... qui disaient non, moi je ne veux pas aller travailler là-bas Par si un exemple, tel est là-bas. exactement. C'est Ce ce qui quelles est sont extraordinaire. Enfin. les circonstances politiques de la présence de Michel Sapin à Bercy, elles sont simples. François Rebsamen devait entrer à l'intérieur. Veto de Manuel Valls qui ne voulait pas le C'est son voir à ennemi, l'intérieur. paraît-il. Il ne le supporte pas. Donc les relations elles seront déjà vraiment sont très déjà tendues. sympathiques. François Hollande a François Rebsamen sous les bras. Il veut absolument le faire entrer au gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à son copain de régiment, Michel Sapin, il dit, écoute, excuse-moi, il faut lui faire une place. Je vais le mettre au travail. Michel Sapin voulait rester ministre du Travail. Michel Sapin, c'est le dinosaure de l'ère mitrandienne qui n'est pas du tout dans Alors, l'évolution de ce monde. Pour Enfin, l'anecdote, Ségolène Royal aussi. Un petit peu, hein. pour l'anecdote, si on fait du calendrier pour montrer comment tout ce l'avènement est renouvelé, Michel Sapin avait été nommé le 2 avril 92 à Bercy. Le 2 avril 2014, il est renommé à Bercy. Ségolène Royal avait été nommée le 2 avril 92 à l'écologie. Le 2 avril 2014, elle est renommée à l'écologie. Les lendemains de 1er avril. On va rester un petit peu sur Manuel Valls. Je vous propose juste, donc Jean-Marc Ayrault qui a donc laissé sa place, malgré une campagne acharnée pour tenter d'y rester. Et lors de la passation de pouvoir, Manuel Valls lui rend hommage. On regarde. 2 premiers ministres que j'ai l'honneur de servir et qui étaient attachés à cette maxime de Pierre Mendès France que vous venez de citer. Oui, gouverner, c'est choisir. Et le devoir de vérité, nous le devons à nos compatriotes. Quand il parle comme ça, voilà, Manuel Valls, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il on va reprend mettre des petites termes bulles. de Jean-Marc Ayrault. On va mettre des petites bulles si jamais on était dans la BD. Qu'est-ce qui se dit vraiment à ce moment-là? Quand il lui dit gouverner, c'est choisir. Tu n'as jamais su choisir. Tu n'as jamais su gouverner et la vérité aux Français n'était pas dite. Et pendant ce temps-là, Jean-Marc Ayrault lui disait tu as fini par m'avoir, mais de toute façon, tu vas bien comprendre ce que c'est qu'un Matignon. C'est une machine, c'est un laminoir. Et en fait, François Hollande t'a mis là pour te griller et pour te carboniser. C'est le un peu un Rocard, est-ce que c'est traquenard. le Rocard, le Rocard 2 qui va se faire griller par François II? Alors la question, est-ce que c'est pas trop tôt pour Manuel Valls dans son parcours donc de carrière? Bon, les hommes politiques à ce niveau-là, quand ils ont ce genre d'ambition, c'est un peu des surfeurs. Ils prennent la vague comme elle vient et il faut qu'ils continuent à aller dessus. S'ils la prennent pas, de toute façon, ils seront noyés. Donc Matignon, même si c'était pas exactement ce qu'il voulait à ce moment-là, à ce temps-là, eh bien il le prend. On est à 22 mois du quinquennat de François Hollande. On est dans une nouvelle étape à mi-parcours. Et là, ça veut dire que justement, l'enjeu pour Manuel Valls, il est de sortir vivant. Bien évidemment que François Hollande, il se dit, bon, ben là, je suis certain qu'il ne va pas faire campagne pour moi, contre moi, un jour, si tant est qu'il puisse, et puis qu'on verra bien comment il va sortir de là. C'est toujours un piège. Donc, lorsqu'on est nommé à ce genre de... Ils sont tous assoiffés de pouvoir. Et tout le monde le fait. Tout le monde l'a fait. C'était également un 1er avril qu'il y avait eu la passation de pouvoir qui avait fait que Nicolas Sarkozy avait quitté la place Beauvau et s'était retrouvé exilé à Bercy alors qu'il ne le voulait pas et Jacques Chirac lui faisant la bonne farce. On a vu comment il a rebondi quand même. Tout à fait. Voilà. Juste une dernière chose, Ségolène Royal, comment la mère des 4 enfants du président de la République peut-elle s'en sortir comme ça au milieu de ce gouvernement? Mais elle connaît bien son mari. D'abord, effectivement, comme elle a dit, même en boutade, ça se gère bien, si je n'avais pas vécu avec lui, je serais Premier ministre. Donc ça, finalement, elle gère les contraintes. Bon, les enfants, on sait qu'ils sont maintenant assez autonomes, donc ils vont se débrouiller tout seuls. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que le retour de Ségolène Royal, c'est aussi le retour de la popularité au sein du Toujours, elle est toujours populaire. Mais elle est extrêmement populaire. Elle a eu un temps où elle était extrêmement, elle était en chute libre, et maintenant elle est revenue. C'est l'éternel retour.
Ségolène Royal. Mais c'est une battante, de toute façon. Elle mène les combats, elle sort sur une civière et elle revient. C'est vrai, c'est exactement toujours comme ça. Or là, de quoi a besoin François Hollande? Il a besoin du bouclier de la popularité. Il a nommé les Français voulaient Valls, il leur a donné Valls. Royal, Montebourg. Et Valls, ce sont les boucliers de la popularité parce qu'il est à moins 20. Il a 20. Et Fleur Pellerin aussi. Fleur Pellerin sera nommée. Qui a une grande popularité. Fleur Pellerin devrait être effectivement nommée à l'issue de cette bataille donc institutionnelle. Elle sera nommée donc au commerce extérieur. En secrétariat d'État. En secrétaire d'État. Fabius va non seulement il va ça accepter, mais il le demande. Et c'est la bataille avec Montebourg. Et c'est ça la nouveauté. Sous le contrôle du Quai d'Orsay, avec également le commerce extérieur et les affaires européennes. C'est la prolongation de ce qu'a installé donc Fabius depuis qu'il est arrivé au Quai d'Orsay, de la diplomatie économique. Il a créé une nouvelle division, c'est la nouveauté principale. Même les ambassadeurs sont notés en fonction de leurs résultats économiques. Et là maintenant, ça s'incarne avec le fait qu'il y a le commerce extérieur au Quai d'Orsay. C'est une vieille lune. Christine Lagarde avait fait des notes à Nicolas Sarkozy en disant qu'il faudrait que le commerce extérieur aille au Quai d'Orsay pour donner plus de dynamisme et parce que c'est plus logique que ce soit les ambassadeurs qui défendent donc les intérêts économiques de la France de ce point de vue-là. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Il y a encore plein de questions à vous poser. Beaucoup d'épisodes à venir. Mickaël, oui, beaucoup d'épisodes. Tout est politique. Tout de suite, on part en Turquie. Alors, au terme d'une campagne sous tension, Erdogan, dont on va voir les images, a remporté donc dimanche dernier une large victoire aux élections municipales. Là, on le voit en train de voter, en totalisant donc 45% des suffrages dans l'ensemble du pays. Christian, finalement, toutes les accusations de corruption de son régime sont déjà loin. Il a tout balayé. C'est quand même étonnant. L'AKP, le parti islamo-conservateur, qui veut dire le parti de la justice et du développement. Franchement, y a-t-il une justice? Voilà un Premier ministre qui est impliqué dans je ne sais combien de scandales politico-financiers avec les proches de son cabinet, y compris avec son fils Bilal, et qui arrive aujourd'hui à gagner confortablement, comme vous le disiez à l'instant, avec 45,4% des suffrages. Il assied sur le pays une emprise considérable, à la fois qui va de la bourgeoisie du parti islamo-conservateur aux classes les plus défavorisées. Et voilà ce personnage qui est au pouvoir, quand même, il faut le rappeler, depuis 2002, donc ça fait 12 ans. Alors, on se dit, mais comment peut-il rester maintenant qu'il est devenu quand même assez impopulaire d'une certaine façon avec les scandales? Mais il est là. Alors, je crois qu'il y a une réponse. Parce qu'il y a personne en face. Oui, il y a une opposition qui est plutôt timorée, qui n'est pas bonne, mais on s'aperçoit, j'ai envie de vous dire, Erdogan, c'est un peu le parrain. Et le parrain, il a toute une population qui est pour lui depuis des années et qui s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un redécollage économique de la Turquie, avec un taux de croissance qui a encore augmenté de 4% entre 2012 et 2013. Il y en a qui en rêveraient, même en Europe. Donc, à partir de là, on s'est dit, vaut mieux garder notre parrain avec tous les acquis qu'il nous a apporté en 12 ans de pouvoir. C'est le moins mauvais, c'est le moins pire. Et vous avez raison, c'est le moins mauvais, c'est le moins pire. Mais là où il m'inquiète, c'est qu'il est quand même dans un esprit de dérive autoritaire. Il dit, je vais aller traquer, je cite, je vais traquer mes opposants dans leur terrier et je leur ferai payer le prix de la trahison. Donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas la contradiction. Et il y a aussi l'histoire avec Twitter. Alors il a interdit Twitter, YouTube. Où la semaine dernière, il y a eu une réunion secrète qui a été piratée et diffusée sur YouTube, dans laquelle on apprend qu'il y aurait une intervention militaire turque en Syrie. Il a éliminé immédiatement cette vidéo. Exactement. Et il a aussi boycotté Twitter. Et la Cour suprême de justice aujourd'hui dit que la suppression de Twitter est illégale. C'est un camouflet pour lui, c'est bien ça. C'est un camouflet pour lui, mais est-ce qu'ils vont pouvoir remettre Twitter sur les rails, si je puis dire? Donc, ce personnage fait quand même un peu peur quand on voit, en plus, il brigue la présidentielle qui a lieu au mois d'août. Et là, quel est le but recherché? C'est de se débarrasser de celui qui était un de ses alliés, M. Gül, qui est plutôt un modéré. Et en même temps, il veut se débarrasser de la confrérie qui était son ex-allié de Fethullah Gülen. Donc, il veut les pleins pouvoirs. Il veut gouverner le pays de A à Z de toutes les régions. C'est quand même inquiétant. C'est une vraie dictature. Tout est politique. On passe tout de suite aux images de la semaine.
Christian, vous, votre image de la semaine, ce sont des écoles privées musulmanes, la Fédération nationale de l'enseignement privé musulman qui a été créée le 22 mars dernier, avec l'appui de l'Union des organisations islamiques de France, de l'UOIF. Moi, ça me fait beaucoup peur. Vous savez, en France, on a l'enseignement catholique. On a 9000 établissements avec 2 millions d'élèves. On a le Front Juif Unifié aussi, qui a créé 286 établissements avec 32 000 élèves. Et tout ça se passe très bien. C'est légal, ça peut bien se passer, c'est la tolérance. Là, ce qui m'inquiète, je suis inquiet parce que l'UOIF est une émanation, alors je peux vous dire, des frères musulmans, financés par certains mécènes des pays du Golfe et en particulier par le Qatar, qui soutient, comme vous le savez, les islamistes, les frères musulmans de leur combat contre Bachar el-Assad en Syrie. Et quand même, la connotation, les frères musulmans avec l'UOIF, moi, je pense que ça incite à la réflexion. Mickaël, vous, votre image de la semaine, c'était au Parc des Princes, voilà, et avec un public assez particulier. Oui, absolument, une photo qui en dit long, au fond, et va en dire long et sera très, très commentée, puisque vous aviez donc dans les coulisses du fameux match entre Chelsea et Paris Saint-Germain, eh bien, Najat Vallaud-Belkacem, la nouvelle ministre des Sports, donc qui va maintenant connaître, qui tout de suite a été faire la passation de pouvoir donc, dans les loges du parc. Il y avait Anne Hidalgo, la nouvelle maire de Paris, qui elle aussi goûtait le plaisir en qualité et en fonction d'être là. Et puis juste derrière, Arnaud Lagardère, qui était là également, et Nicolas Sarkozy, avec Jamel Debbouze. Donc pour ceux qui en France et pour ceux qui en France disent bon, on souffre, c'est pas toujours facile pour nous, et parfois oh là là, on nous dit beaucoup le Qatar, c'est pas bien ce qu'il a fait trop avec le Finalement, PSG. tout le monde était réuni. Tout le monde avait l'air d'être content de cela. Vraiment, on voyait bien que c'était une belle photo de famille. Merci messieurs, à la semaine prochaine. L'info continue sur i24 News. Belle semaine à vous.